La région Sud vous présente Planète Locale. C'est l'heure comme chaque lundi de votre rendez-vous environnement Planète Locale dans Bonsoir la Côte d'Azur. Pour ce premier Planète Locale, on ne pouvait pas ne pas traiter la COP26 qui s'ouvrait aujourd'hui à Glasgow. 2 semaines pendant lesquelles évidemment les chefs d'État vont débattre des grands enjeux climatiques. Mais nous, on va voir ce soir quelles sont les conséquences du réchauffement climatique chez nous, dans les Alpes-Maritimes, en particulier sur la Côte d'Azur, et en particulier encore pour la Méditerranée. On en parle avec Paola Furla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante, chercheuse à l'Université Côte d'Azur et spécialiste en biologie marine. Tout d'abord, je vous propose de regarder ensemble quelques chiffres. La Méditerranée, elle représente moins de 1% de la surface des océans, mais elle abrite 8% de la biodiversité animale marine, 18% de la flore marine, ça représente 17 000 espèces, et parmi elles, 20% sont endémiques, par exemple comme la Posidonie qui est bien connue. Tout d'abord, cette biodiversité, par quoi est-elle menacée? Est-ce que c'est vraiment par le réchauffement climatique, par l'augmentation de la température de la mer? Oui, il y a 2 grands facteurs qui vont influencer le déclin de la biodiversité en Méditerranée. C'est l'impact anthropique direct côtier et bien sûr l'augmentation de la température liée au changement climatique. Alors l'augmentation en plus de cette température, je crois qu'elle est particulièrement forte en Méditerranée. Oui, la mer Méditerranée, c'est une mer semi-fermée. Donc l'impact de l'augmentation de la température se fait sentir d'autant plus. Les 30 dernières années, on a eu une augmentation de 1 degré de la température. On estime qu'on va arriver très rapidement aux 3 degrés si les émissions de CO2 ne vont pas ralentir. Et ce sera d'autant plus visible en Méditerranée. Alors 3 degrés, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les 17 000 espèces de Méditerranée? Ça voudrait dire qu'on est en train de les pousser vers leurs limites de résistance. Un certain nombre d'entre elles vont peut-être réussir à s'acclimater, peut-être certaines résulteront gagneuses de ce jeu de la survie dans un milieu hostile. Mais d'un autre côté, un grand nombre de ces espèces ne vont pas résister à ces augmentations de la température. On les pousse au-delà de leurs limites de résistance. On leur empêche d'avoir des périodes de reproduction au bon moment, par exemple. On va leur limiter leur croissance, notamment avec l'augmentation de la température. On a aussi une diminution du pH, ce qui va fragiliser certaines espèces. C'est l'acidification des océans. Ça va fragiliser certaines espèces qui présentent des squelettes calcaires. Et donc ça, bien sûr, ce sont les espèces qui vont être les plus ciblées dans ce déclin de biodiversité. Alors, on pourrait considérer que la nature a une grande capacité d'adaptation. C'est souvent vrai. Mais là, le problème, c'est que c'est des changements extrêmement rapides. C'est ça aussi qui empêche l'adaptation. C'est ça. C'est qu'on n'a pas le temps, effectivement, à ces organismes de les laisser s'adapter, de laisser sélectionner les organismes qui arriveront à résister à cette augmentation de température et cette diminution de pH. Alors, on va parler des coraux également. Ils jouent un rôle déterminant, on le sait, dans nos mers et dans nos océans. On en est où de la présence de coraux en Méditerranée? Alors, on a des coraux en Méditerranée. Alors, ils ne forment pas les grands récifs de surface comme on connaît dans les mers tropicales, mais ils forment quand même une structure, le coralligène de Méditerranée, qui est un substrat très important pour la survie d'un grand nombre d'organismes. Et on a de grands récifs coralliens en profondeur, en mer Méditerranée, un peu partout autour de la mer Méditerranée. Donc ce sont des coraux un peu plus de profondeur. Ce sont des coraux qui blanchissent, comme les coraux finalement tropicaux. Donc un corail qui blanchit, c'est un corail qui meurt. C'est un corail qui montre des signes de souffrance, qui va l'amener jusqu'à la mortalité si les situations environnementales ne s'améliorent pas. En tout cas, ce que dit le GIEC sur les coraux, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas fortement réduites d'ici le milieu du siècle, les récifs coralliens pourraient décliner de 70 à 90% ou disparaître presque complètement. Ça veut dire quoi pour la biodiversité, en Méditerranée en particulier? Alors, les récifs de coraux, en Méditerranée, je rajouterai également les gorgones, structurent l'environnement, donc créent des zones de ponte, créent des habitats dans lesquels va vivre une très forte biodiversité. On estime au niveau de l'échelle globale qu'un tiers des espèces marines vivent au sein des récifs coralliens. Donc on a une forte biodiversité. Si ces coraux sont en déclin, s'ils disparaissent, il y a toute la biodiversité associée à ces récifs qui va disparaître. Donc il y a la pression du réchauffement de l'eau sur la mer Méditerranée, et puis il y a aussi, chose très spécifique sur la Côte d'Azur, la pression touristique. Et ça aussi, ça contribue à fragiliser la biodiversité. Pourquoi? Oui, alors ça, ce sont des facteurs, ce que j'appelais les facteurs anthropiques directs, dus aux utilisateurs de la mer.
Donc là, on va avoir tout ce qui va être navigation, avec notamment le problème des ancrages. Vous avez parlé de la posidonie. Donc on sait que la posidonie constitue un vrai poumon en Méditerranée. C'est une espèce endémique, c'est quelque chose de très important pour la biodiversité méditerranéenne parce qu'à nouveau, elle construit également des habitats importants et abrite un grand nombre de biodiversités. Lorsque les bateaux s'ancrent, ils créent des blessures en fait dans les herbiers. Les ancres raclent le sol, créent des blessures sur une espèce qui est très longévive, a une durée de vie très longue, mais qui pousse très lente. Donc les bateaux, les baigneurs, la crème solaire par exemple. La crème solaire, c'est à éviter. Pas encore en cette saison, mais on l'a été en été. Il faut continuer à mettre de la crème solaire, mais si possible, choisir des crèmes solaires qui ont été testées pour ne pas impacter la biodiversité. Donc au laboratoire, on teste ces crèmes, on aide les industriels justement à reformuler leurs crèmes solaires pour qu'elles aient le moins possible d'impact sur la biodiversité locale. Ce sont des crèmes solaires avec un petit logo. Oui, il faut aller voir ce qu'il y a derrière chaque logo parce qu'il y a une multitude de logos. Mais derrière ces logos, on a effectivement certains industriels qui testent leurs crèmes pour directement vérifier l'impact. Et il y a une pollution à laquelle on pense moins, c'est la pollution sonore aussi. Oui, alors à nouveau, elle est due beaucoup à la navigation, aussi aux travaux sous-marins. Et on sait aujourd'hui que la pollution sonore a un impact sur les espèces marines. Et on l'a vu avec de nombreuses études qui ont montré que pendant le confinement, par exemple, on a eu une réduction de l'impact sonore. Il y avait beaucoup moins d'activité marine, jusqu'à 70% de moins en Méditerranée. Et on a vu réapparaître dans certains endroits au moins une densité de poissons qui était beaucoup plus importante. Alors voilà pour les conséquences de l'activité humaine, conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité, réchauffement climatique aussi qui a des conséquences très très directes pour nous, c'est la montée des océans. Récemment, il y a une ONG, Climate Central, qui a projeté en images la montée des océans sur des grandes villes côtières, dont Nice. On va peut-être revoir cette image. En tout cas, si on ne parvient pas à limiter le réchauffement climatique, est-ce qu'on peut dire que c'est inéluctable que la ville de Nice, par exemple, sera en partie sous les eaux, alors à l'horizon de plusieurs décennies, plusieurs siècles ? Je pense que c'est inéluctable la montée des eaux sur nos côtes, notamment sur le littoral niçois. Ça, c'est inéluctable. Ce sera une montée des eaux assez régulière. Donc, je pense que la société, les métropoles et également les mairies feront en sorte d'éviter cette érosion qui va venir de manière régulière de la mer jusqu'à éviter effectivement les inondations. Donc, ça, ce sera l'aménagement du territoire à prévoir. Mais en plus de cette arrivée d'eau, il va y avoir des infiltrations d'eau dans un territoire qui normalement est loin de la mer, ce qui va amener de la pollution au niveau marin, avec des arrivées notamment de substances qui sont présentes dans le sédiment, aussi d'arrivée du sédiment. Et à ça se surajoutent les épisodes climatiques de perturbations importantes qu'on a vu apparaître. La montée des eaux, le réchauffement de l'eau, ça entraîne aussi des orages plus violents, des épisodes climatiques plus intenses. On l'a vu, des épisodes climatiques dans tous les sens, aussi bien sur le chaud que sur le froid, très intenses. On l'a vu cet été. Je pense que tout le monde a été alarmé cet été pour voir aussi bien les vagues de chaleur que la forte pluviométrie. On l'a vu l'année dernière avec la tempête Alex chez nous. Et on l'a vu également il n'y a pas si longtemps, notamment dans les Bouches-du-Rhône et du Var, les grosses tempêtes qui créent des lessivages, cette fois-ci, du sol terrestre, notamment dans les zones très urbanisées. Donc les routes, par exemple, vont relarguer dans l'eau tous leurs composés qui peuvent être des métaux lourds ou des hydrocarbures. Et tout ça va se retrouver en mer, accompagné également des macros et des microplastiques qui arrivent et qui sont un ajout. Alors que la Méditerranée est déjà la mer au monde qui contient le plus de microplastiques. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on vienne, si vous le voulez bien, sur cette montée des eaux. Vous dites l'aménagement du territoire devrait permettre de pallier un peu au problème. Mais tout de même, on n'arrête pas la mer ou l'océan. On sait qu'à terme, de toute façon, on ne pourra pas totalement éviter. Il faudra faire des concessions. Je pense par exemple à l'aéroport de Nice, qui est particulièrement exposé. Bien Certains sûr. disent on ne pourra pas le sauver. On trouvera des moyens, heureusement. Je pense que l'ingénierie aujourd'hui fera son possible pour sauver l'aéroport de Nice et toutes les constructions qui ont été prises sur la mer, sur le littoral. Donc ce sera à l'homme de s'adapter cette fois-ci et rapidement à cette montée des eaux. Est-ce qu'on sait quand cette montée des eaux va devenir problématique, justement ?
sur la côte ici. Je ne pense pas qu'on puisse donner une date parce qu'à nouveau, il va y avoir les apports terrigènes qui vont se mélanger avec l'érosion côtière. Donc il va falloir à un moment donné avoir une activité de protection des côtes, mais qui va être régulière. Le côté positif malheureusement des épisodes qu'on a eus ces dernières années, c'est d'alerter les gouvernances qui d'ores et déjà se rendent compte qu'il faut commencer à éviter de fragiliser le littoral et donc d'avoir des mesures de protection du littoral, des maisons bien sûr, des bâtiments, mais aussi des accès au littoral. Merci beaucoup Paola Furla. Il va donc falloir anticiper cette montée des océans. Merci Paola Furla, donc enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur, d'avoir été l'invitée de Planète Locale. C'était Planète Locale avec la région Sud.